Enfin, il y a le quatrième modalité d'enseignement, l'instruction en famille. C'est, ça ne m'a pas échappé, le sujet qui a fait le plus couler d'encre depuis que ce projet de loi existe. Notre but a été aussi là de remplir un vide juridique. Il est frappant de voir que depuis les années 1880, finalement, très peu de choses ont été précisées en matière d'instruction en famille. Et qu'il y a eu, d'une certaine façon, une forme d'anarchie en la matière, et de régime extrêmement faible. De même que je disais qu'en début de quinquennat, il était plus facile, depuis fort longtemps, d'ouvrir une école que d'ouvrir un bar en France, ce qui n'est plus vrai au moment où je vous parle. De la même façon, l'instruction en famille était laissée à une sorte de régime extrêmement simple, permettant les abus. Et ces abus se sont développés ces dernières années, parallèlement au développement quantitatif de l'instruction en famille. Parfois, on me dit, mais pouvez-vous mieux nous aider à cerner le phénomène? Je pense que certaines auditions vous ont permis de le faire. Je crois que vous avez reçu la rectrice de Versailles, par exemple, ou Madame Schnapper. Mais il est vrai que nous le cernons mal, et je le reconnais malheureusement bien volontiers. Mais ça fait partie du problème, justement. C'est que le phénomène fait que certains enfants sont sous le radar, mal identifiés, pas identifiés, et qu'on ne saurait supporter que des écoles clandestines se développent en France. Ceci nous renvoie non seulement au sujet des écoles hors contrat, mais de l'instruction en famille, puisque plus de la moitié des enfants que nous découvrions dans des structures clandestines que nous avons pu démanteler ces derniers temps étaient officiellement inscrits à l'instruction en famille. Tout ceci ne signifie pas que nous voulons en finir avec l'instruction en famille. Et nous avons surtout été beaucoup à l'écoute au cours des derniers mois, du Conseil d'État, évidemment, vous l'avez vu, mais aussi des associations, des acteurs de l'instruction en famille. Je n'ignore pas l'émotion que ça a parfois suscité chez certains, et je suis capable de l'entendre et de la comprendre. Et nous avons donc fait évoluer le texte en permanence, d'une façon à ce que les exceptions envisagées permettent de maintenir l'instruction en famille dans l'ensemble des cas qui ne posent pas de problème particulier. Mais nous devons garantir aux enfants non seulement une qualité pédagogique, autrement dit le fait que l'enfant progresse tout au long de l'instruction qu'il reçoit, mais aussi nous devons lui garantir qu'il ne sera pas sous emprise d'un quelconque radicalisme qui, dès l'âge de 3 ans, et même je dirais dès la naissance, peut obérer ses droits. Et c'est tout à fait ce qui peut se passer. C'est encore plus vrai peut-être des petites filles que des petits garçons, mais c'est vrai de l'ensemble des enfants. Donc, très concrètement, la disposition qui vous est présentée en la matière, dans l'article 21, nous permet d'agir contre toutes les formes de scolarisation clandestine et, de façon plus générale, contre les abus de l'instruction en famille. Donc il s'agit d'agir contre un abus de droit, ce qui est plus que classique dans le domaine juridique. L'abus de droit est évidemment le risque qui accompagne chaque liberté. Et être capable de préciser une liberté, ce n'est pas être amené à la supprimer ou à l'affaiblir, c'est au contraire la conforter, parce qu'on la définit davantage. Et cette définition manquait, et c'est pourquoi je considère que ce qui vous est présenté en la matière conforte les droits de l'enfant autant que cela conforte la République. Et cela n'est évidemment en rien une atteinte à la liberté de l'enseignement ou à ses principes. Bien au contraire, je pense que ça contribue à mieux définir cette liberté de l'enseignement qui, comme toutes les libertés, y compris les plus précieuses, pensons à la liberté d'expression, nécessite évidemment toujours un cadre, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Je vous remercie. Stéphane Piednoir. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, de vos propos introductifs qui brossent le tableau de ce texte, en tout cas sur les articles concernant la commission culture, donc sur les articles 21 à 25, en gros, sur l'éducation et le sport. Pour reprendre certains de vos propos sur l'IEF, dont on voit que l'exposition à la fois médiatique et de nos boîtes mail est inversement proportionnelle à l'ampleur du phénomène et aux effectifs concernés, qu'en revanche, je ne partage pas votre analyse sur
l'absence de volonté d'interdire l'instruction en famille, puisque c'était l'intention initiale du président de la République. Nous sommes revenus dans ce texte à un régime d'autorisation, sans doute lié à une analyse un petit peu plus fine du risque constitutionnel qu'aurait constitué l'interdiction pure et simple. De manière factuelle, à la rentrée 2020, c'est un peu plus de 62 000 écoliers, si on se réfère à l'étude d'impact, qui sont enfants qui sont instruits en famille. 17 000 d'entre eux bénéficient d'une instruction en famille CNED réglementée, c'est-à-dire pour des motifs médicaux essentiellement ou pratiques sportives de haut niveau ou artistiques. Ces 17 000 élèves pourront continuer vraisemblablement à bénéficier de cette instruction en famille puisqu'ils rentrent dans les critères 1, 2, 3 qui sont exposés dans l'article 21 et on peut considérer qu'il s'agirait d'une autorisation quasi automatique pour ces cas-là. Il y a donc 45 000 élèves pour lesquels l'IEF relève d'un choix libre, d'un choix qui peut être un choix pédagogique, qui peut être un choix de vie familiale, qui peut être aussi un choix fait pour des convictions, comme cela se produit sur le choix d'une école privée sous contrat ou hors contrat, pour lesquelles les familles choisissent librement d'y inscrire leurs enfants. Le texte, je l'ai dit, a beaucoup évolué depuis sa présentation initiale en Conseil d'État, puisque le 4e critère, notamment pour évoquer la situation propre de l'enfant, a été élargi. La première question, c'est donc sur l'estimation du nombre d'enfants, sur les 45 000 qui répondent sans problème, sans difficulté, au 4e critère, et donc qui seraient éligibles à cette autorisation, qui pourraient continuer à effectuer l'instruction en famille. Il y aurait 29 000 enfants qui seraient à rescolariser d'après l'étude d'impact. Nous avons été beaucoup sollicités par les familles sur ce sujet-là, qui craignent une forte restriction de leur liberté de choix de l'une des 4 modalités d'enseignement que vous avez citées en introduction. Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, donc plusieurs points. Je ne reviens pas sur l'ensemble des commentaires que vous avez faits qui sont dans le débat. Simplement, finalement, votre question centrale s'agissant de l'instruction en famille, c'est finalement vers quelles conséquences vont nous mener les critères tels qu'ils sont retenus. C'est comme ça que je résumerai votre question. Il est évident que en plus de la mesure de la loi qui résultera de vos travaux, il y a ce que nous ferons sur le plan pratique, qui parfois peut relever du domaine réglementaire ou tout simplement de l'organisation de l'éducation nationale. Un engagement que j'ai déjà pris dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, c'est le fait d'étoffer les équipes des rectorats. C'est un point très important, puisque j'ai mentionné tout à l'heure les équipes valeurs de la République. Elles sont sur d'autres sujets, même si ça réfère au même enjeu, celui des valeurs de la République. Elles sont là pour aider notamment dans l'école publique à répondre aux problèmes de violation éventuelle de la laïcité. Mais de nouvelles équipes vont se structurer sur des bases déjà un peu existantes, puisqu'il y a déjà du travail qui se fait sur l'instruction en famille, et qui permettront de faire beaucoup mieux l'instruction en famille. Ce qui d'ailleurs permettra aussi de mieux accompagner ceux qui la réalisent en respectant la loi. Dès lors qu'on est dans un régime d'autorisation et non plus dans un régime de déclaration, il faut d'abord examiner les dossiers, mais il faudra aussi avoir un travail de terrain, d'autant plus que vous l'avez vu, et là aussi dans un sens qui va loin dans l'ouverture, nous avons établi, à partir du passage à l'Assemblée nationale, que les mesures en vigueur le seraient à partir de 2022, que l'année 2021-2022 serait une année transitoire, que celle-ci permettrait d'ailleurs de développer le contrôle de l'instruction en famille et que lorsqu'une famille aura vécu ce contrôle et que l'équipe de l'éducation nationale considérera que les choses sont faites en respectant les règles, cela vaudra autorisation pour l'année scolaire suivante. C'est une approche très ouverte, à mes yeux, et qui signe bien le fait que, d'une part, nous voulons justement professionnaliser cela. Ça va de pair avec ce que je disais précédemment sur
le vide juridique, mais qu'on pourrait appeler aussi vide administratif sur ces questions jusqu'à présent, et ce faisant, distinguer ce qui va et ce qui ne va pas, ce qui permettra aussi probablement, enfin, et même certainement au cours de l'année 21-22, de devenir plus précis sur l'impact sur les élèves. Puisque précisément, on a du mal aujourd'hui, encore une fois, je le reconnais, à faire un diagnostic de l'ampleur qualitative du phénomène. Quantitative, on sait le faire, vous avez rappelé les chiffres, disons, de l'ensemble des élèves dans l'instruction en famille. Mais qualitativement, dire quels sont les cas problématiques, c'est évidemment beaucoup plus dur tant qu'on n'a pas franchi un cran dans notre capacité à contrôler. Mais nous savons que problème il y a. Par exemple, le député Choix de l'Essonne le disait lors des débats parlementaires précédents, que, comme par hasard, si je puis dire, l'instruction en famille avait connu un développement tout particulier dans des communes où on repère tout particulièrement les phénomènes de radicalisation. Et le préfet de l'Essonne, avec qui je parlais de ces questions dans le cadre d'un comité départemental de lutte contre la radicalisation, qui sont des structures très efficaces pour faire travailler de manière interministérielle les agents déconcentrés de l'État et les collectivités locales, bien entendu, disait que l'instruction en famille se développait particulièrement dans les milieux radicalisés. Mais ce n'est pas possible d'en dire davantage d'un point de vue numérique, mais c'est aussi le sens de ce que nous faisons que de devenir plus précis, plus professionnel sur ces enjeux. Donc, c'est évidemment plusieurs milliers d'enfants qui seront concernés. C'est fait pour lutter contre le radicalisme islamiste, mais il y a aussi d'autres sujets qui peuvent venir avec. Les sectes, par exemple, se développent aussi de cette façon-là, et les droits des enfants sont malmenés par l'appartenance de certains parents à des sectes qui peuvent amener à toutes sortes d'abus, et puis d'autres abus qui peuvent exister sur les enfants et qui ne relèvent pas de l'appartenance à une religion ou à un groupe, mais de pratiques problématiques de la part des parents. Bien sûr, ces enfants-là seront, si vous me permettez l'expression, sauvés par le nouveau cadre. Je suis parfois surpris du fait que l'on brandisse l'argument du faible nombre d'enfants qui seraient concernés. D'abord parce que je ne pense pas que ce nombre soit si faible que ça, et l'avenir nous le précisera. Et ensuite parce que chaque enfant compte. Quand bien même ce serait un enfant, et bien sûr c'est beaucoup plus qu'un, chaque enfant compte. Et donc nous allons clairement renforcer notre capacité à protéger les droits de l'enfant dans un cadre démocratique et républicain. Encore une fois, une famille qui respecte parfaitement la loi et le bien-être de l'enfant n'a pas lieu de s'inquiéter sur cela. Et c'est donc d'ailleurs dommage de voir que des énergies tout à fait respectables et positives se mobilisent contre quelque chose qui en réalité ne les menace pas. Et c'est un peu un appel à la sérénité que je lance. Si on veut être serein, on doit regarder en face cela et au contraire, on voit que cela va conforter les bonnes pratiques et tout simplement mettre fin aux mauvaises pratiques. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette audition. Et d'abord vous dire, Monsieur le Ministre, que je suis profondément attachée à la liberté d'enseignement. Un deuxième point, nous sommes tous, je pense aussi, attachés à la protection des enfants. Et c'est sous cet œil-là que j'ai regardé le texte qui nous est proposé. Ça a mis aussi en évidence cette loi Gatel et son application, surtout la difficulté du contrôle. Alors oui, il y a plus de contrôle, mais ce qui est ressorti quand même dans les auditions, c'est que les contrôleurs, les inspecteurs ne sont pas toujours formés aux méthodes alternatives, pédagogiques, et que ce déficit de connaissances fait aussi que ces contrôles peuvent être parfois à charge. Et ça a été le cas dans un certain nombre de témoignages que j'ai pu avoir, moi, sur l'instruction en famille. Il y a un véritable déficit de connaissances par rapport à ces méthodes nouvelles de pédagogie. Et donc, le diagnostic qu'on peut faire du coup de l'instruction en famille ou des écoles privées hors contrat est parfois aussi faussé par ce déficit de connaissances. Je voudrais aussi pointer un deuxième point, c'est le rôle des collectivités dans l'instruction en famille. Au cours des 3 dernières années, je me suis rendu compte, après le passage de la loi Gatel, puisqu'il m'était amené de parler souvent de cette proposition de loi devenue loi dans les collectivités, une méconnaissance certaine, évidente, des élus, du rôle qu'ils ont à jouer
dans l'instruction en famille et dans le contrôle, avec souvent, ils se sentent totalement démunis. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, Monsieur le ministre, revoir le rôle des collectivités aussi dans l'instruction en famille? Vous y avez fait tout à l'heure référence. Bien, merci Monsieur le ministre pour les explications que vous avez apportées. Je trouve quand même que vous êtes un peu dans une forme de contradiction par rapport au débat que nous avions pu avoir autour de la loi dite Gatel au sujet des établissements scolaires hors contrat. Et vous nous dites que vous avez réussi, grâce à cette loi, à fermer certains établissements. Moi, je dis que vous auriez pu ne pas les autoriser à ouvrir, pour certains, si vous aviez accepté les amendements qu'on vous proposait à l'époque. Parce qu'entre la déclaration et l'autorisation, on voit bien aujourd'hui que ce que vous proposez de faire sur l'enseignement en famille, eh bien, pourrait être fait aussi de la même manière pour les établissements scolaires hors contrat. Je ne vois pas bien pourquoi on fait un sort particulier. Alors, sur l'instruction en famille, rassurez-vous, mon groupe politique vous soutiendra sur cette initiative parce qu'il y a effectivement, comme vous l'avez dit, un certain nombre de dérives qui peuvent arriver. Et l'école, pour nous, c'est d'abord l'école publique, privée sous contrat, qui affiche un certain nombre de principes républicains qui sont connus de tous. L'enseignement en famille, on connaît moins bien. On connaît quelques raisons pour lesquelles, qui sont dérogatoires et certes justifiées pour que les enfants soient scolarisés dans leur famille, quand c'est possible. Mais il y a beaucoup de choses, effectivement, qui échappent à la fois au contrôle et puis à la fois aussi à la raison, je dirais. Parce que, comme vous l'avez justement dit, personne n'a un droit absolu sur un enfant, voire sur ses propres enfants. Je pense que tout enfant a droit de vivre avec ses pairs, d'avoir la mixité sociale dont il a besoin pour se former socialement. Et tout le monde sait ça, je ne prolongerai pas ma discussion là-dessus. Mais il n'empêche que je ne sais pas comment vous allez pouvoir nous expliquer cette position contradictoire que vous avez pu avoir entre les établissements hors contrat et l'instruction en famille, compte tenu de l'autorisation par rapport à la déclaration. Merci, Monsieur le Ministre, et merci, Monsieur le Président. On vous rejoint sur quand vous dites que, évidemment, la République, c'est l'école et la centralité de l'école dans la République. On a un peu de mal à vous suivre quand, sur certains quartiers populaires, on peut évaluer qu'un élève en Seine-Saint-Denis perd une année totale de scolarité, sur la totalité de sa scolarité à cause de l'absentéisme et du manque de moyens dans certains collèges de quartiers populaires, notamment dans l'académie de Créteil, où des mobilisations sont encore en cours face à cette situation. Donc, malgré le rapport de la Cour des comptes de 2017, ça continue. Et puis, globalement, sur le texte qu'on étudie aujourd'hui, il est clair qu'il frappe fort, et il frappe plus largement que sa cible initiale. Bon, alors les débats autour de l'instruction en famille ont fait évoluer le texte tout de même, mais ça frappe tout de même une liberté que vous avez appelée, vous, vide juridique. Mais on a bien compris qu'il n'y avait pas d'étude d'impact réelle sur la déscolarisation pour radicalisation religieuse, et que vous avez construit cet article de loi tout de même pour remettre en cause l'instruction en famille sans avoir de données chiffrées. On avait interrogé Dominique Schnapper du Conseil des sages de la laïcité, qui a aussi balayé l'intérêt d'avoir des données chiffrées, puisque comme vous, elle nous expliquait que effectivement une exception justifie le fait de produire un texte aussi large. Alors moi, vous l'avez dit, vous allez renforcer les contrôles, et mon collègue vient de le dire aussi, il y a un besoin d'avoir des équipes de contrôle renforcées. Donc on voudrait savoir un peu quels sont les moyens que vous allez mettre sur les contrôles réels de l'instruction en famille. Et puis moi, je m'interroge quand même sur la complexité d'évaluer un peu la proportionnalité de cet encadrement très strict de l'instruction en famille et les objectifs poursuivis. Est-ce que c'est encore vraiment proportionnel par rapport à tout ça, avec une vision aussi vague du nombre d'enfants concernés par la radicalisation? Évidemment que chaque enfant est un enfant de trop, mais si on remet en cause l'ensemble de l'instruction en famille, c'est problématique. Voilà. Merci, Président. Monsieur le Ministre, sur d'abord l'instruction en famille, j'entends ce que vous dites, qu'il y a difficulté à faire un diagnostic chiffré précis, mais il semblerait, par exemple, dans mon département, que même si ça reste des chiffres très marginaux, il y ait effectivement une progression, et qu'il y aurait un petit moment de cette progression qui pourrait, je parle vraiment au conditionnel, se corréler à l'instruction obligatoire à 3 ans. Est-ce que c'est quelque chose qu'on constate partout ou pas, et quelles conclusions peut-on en tirer?
Comme mes collègues, quelles sont les capacités réelles à contrôler ce qui se passe dans l'instruction en famille, vous pensez pouvoir développer? Et puis, si ces enfants, ces 62 000 enfants qui sont aujourd'hui dans l'instruction en famille, allaient à l'école, où iraient-ils? Est-ce qu'on a des projections? Iraient-ils dans l'école publique? Iraient-ils dans l'école privée hors contrat ou sous contrat? Est-ce qu'on a une idée un peu plus précise de ça? Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci. Compte tenu de la qualité des questions qui ont été déjà posées, qui rejoignent pour partie les miennes, je serai bref pour dire que j'entends bien quelques détractions, j'entends bien qu'il peut y avoir quelques manques aujourd'hui, mais je voudrais quand même malgré tout saluer un texte qui trouve un point d'équilibre entre la préservation des libertés et la lutte contre les séparatismes. Il y a dans ce texte, au-delà des prise en compte des problèmes de l'école qu'on évoque ici ce matin, beaucoup de problèmes majeurs qui n'avaient pas été jusqu'à présent traités et qui sont traités dans ce texte et qui en font un texte, je crois, dont l'importance n'échappe à personne, donc qui va susciter beaucoup de débats entre nous et ils sont bien légitimes. Vous avez dit à plusieurs reprises, Monsieur le Ministre, que ce projet de loi était un texte pour et non un texte contre. Et je le souligne moi aussi. Un texte pour la République, un texte pour l'école et pour le droit à chaque enfant à l'instruction. Je crois qu'il était bon de le souligner pour en garder la tonalité majeure et qui n'est pas celle des critiques qui peuvent être adressées à Gracie à côté. Bon, nous avons beaucoup de débats, mais bien sûr, nous sommes nous aussi, comme tous nos collègues, sollicités par les associations qui défendent l'instruction des familles et qui évoquent un régime d'interdiction avec des exceptions plutôt qu'un régime d'autorisation. Je crois que personne aujourd'hui peut ne pas souhaiter un contrôle plus strict de l'enseignement des enfants à domicile. Or, ça passe bien entendu par un certain nombre de mesures qui, si on les écartait aujourd'hui, rendraient le texte inopérant. Nous avons auditionné hier matin Jean-Pierre Aubin, et ce qu'il nous a dit, moi, m'a beaucoup marqué. Il a décrit devant nous une menace réelle d'une idéologie totalitaire. Je crois qu'il faut nommer les choses par leur nom, qui est l'islamisme, et qui a pénétré profondément l'école. Et en disant cela, je n'accuse personne, et surtout pas vous, et je ne dis pas que le pas de vague n'a pas reculé. Enfin, il y a un cancer qui s'est introduit dans l'école, et dans l'école publique, au cœur même d'école publique. Alors c'est le résultat, il nous l'a très bien décrit, de petites lâchetés cumulées, chacune est inoffensive, mais c'est le total de ces lâchetés qui pose problème, de la naïveté, plus ou moins assumée, et puis aussi, ce qui est plus grave pour le ministre de l'Éducation nationale, d'une certaine connivence de certaines élites intellectuelles, y compris dans les lieux où l'on forme les professeurs de demain, y compris dans la déconstruction du concept même de laïcité et dans le relativisme qui est installé par rapport à ce principe républicain. Donc ma première question va être simple. Dans le texte que nous examinons, j'ai vu immédiatement ce qui concernait l'école privée hors contrat. J'ai vu immédiatement ce qui concernait l'instruction à domicile. J'ai eu beaucoup plus de difficultés à voir en quoi ce texte vous apportait des éléments supplémentaires permettant de lutter contre l'islamisme au cœur même de l'école publique, où, vu le nombre d'élèves, le mal est beaucoup plus absolu que partout ailleurs. La deuxième question, c'est, je n'aurai pas la cruauté, compte tenu de la sérénité à laquelle vous nous avez appelé, de rappeler qu'en juin, vous indiquiez au Sénat que vous aviez tous les outils nécessaires pour lutter contre les dérives de l'instruction que pourrait donner éventuellement l'instruction en famille. Je voudrais m'en tenir plutôt au principe. Préciser une liberté par la définition des modalités de son exercice, je vous cite, correspond à une position que nous pouvons partager, que nous partageons d'ailleurs, parce que c'est un fondement de l'état de droit et de la démocratie. Il n'y a pas de liberté sans cadre, et vous avez raison. En revanche, pensez-vous qu'une liberté fondamentale s'exerce dans une démocratie sous régime d'autorisation? Ne pensez-vous pas davantage conforme à nos principes républicains, dont on parle constamment, de renforcer les contrôles plutôt que de rompre avec nos principes républicains, nos valeurs républicaines fondamentales? Vous insistez enfin sur le développement de l'IEF
Dans les départements où le radicalisme islamiste se développe, je ne le nie pas, nous pourrons certainement le préciser dans les années qui viennent, mais la vérité me semble consiste aussi à dire, sans davantage de chiffres, puisque nous n'en avons ni d'un côté ni de l'autre, qu'elle se développe aussi, cette instruction en famille, sur bien d'autres territoires, y compris les territoires ruraux, et donc pour bien d'autres raisons qui ne peuvent ni être ignorées et qui ne peuvent pas être ignorées, qui méritent autant d'attention, puisque chaque enfant compte, cela compte aussi. Et ceux-ci bénéficient d'une IEF de qualité le plus souvent et pour des motifs tout à fait légitimes. Donc, avec sérénité, je vous demande s'il ne serait pas de meilleure politique d'entrer dans une logique de renforcement des contrôles, de leur réactivité, de leur efficience, y compris dans les quartiers difficiles, pour mettre hors d'état de nuire ceux qui s'éloignent de la République, plutôt que de jeter la suspicion sur tous. Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais donc répondre dans l'ordre, évidemment, des différentes questions. D'abord, sur le rôle des collectivités locales dans l'instruction en famille. Ça fait partie, finalement, des choses qui se sont élaborées avec le temps et qui méritaient, là aussi, une forme d'actualisation. Comme chacun sait, le maire a un rôle, effectivement, et Madame la sénatrice, vous l'avez rappelé, les maires ont un rôle très important, mais c'est un rôle qui a forcément ses limites. Et d'ailleurs, c'est des limites qu'ils rencontrent aujourd'hui dans l'état du droit actuel, parce que, d'abord, toutes les mairies ne sont pas, sur ce sujet comme sur d'autres, avec les mêmes moyens humains et les mêmes capacités selon leur taille, selon leur richesse, pour faire les choses. Ce qui est prévu, c'est de s'assurer que les familles ont les moyens requis pour assurer l'instruction en famille, mais cela reste quelque chose d'assez vague et d'assez sommaire, et ça peut difficilement être envisagé que ça aille plus loin. Il est normal que ce soit l'État, et de manière plus homogène possible, qui soit dans cette situation de contrôle, en lien avec les maires, parce que par ailleurs, les maires sont dans une situation évidemment particulièrement adaptée pour signaler les problèmes et participer à la logique de contrôle. Donc c'est la logique dans laquelle nous sommes. C'est une logique aussi qui peut, dans les temps à venir, associer davantage des conseils départementaux aux enjeux. Je pense en particulier à ce qui se passe au titre de l'aide sociale à l'enfance et de la connaissance qu'ont les administrations départementales, les institutions départementales des enjeux. Alors vous avez commencé par une observation sur finalement les inégalités concrètes de terrain qui sont à regarder au moins autant que les enjeux visés par la loi. On peut être que d'accord avec vous sur ce point. Et d'ailleurs, il a été fait référence aussi à ce que Jean-Pierre Robin avait dit là-dessus. Et le président de la République aussi a été très clair sur ces questions, aussi bien dans le discours des Mureaux qu'ultérieurement. Nous devons avancer sur deux jambes. Il y a un sujet de mixité sociale, un sujet de travail sur tout simplement l'égalité réelle. Et puis, d'autre part, un sujet sur les valeurs. Et les deux choses vont ensemble. On ne doit jamais opposer cela. Vous avez cité les difficultés de la Seine-Saint-Denis telles qu'elles avaient été parfois mises en lumière par un rapport de la Cour des comptes et d'autres rapports qui ont suivi. Je tiens à dire qu'en matière d'éducation prioritaire, jamais, et je le dis et je suis prêt à argumenter autant qu'il le faudra sur ce point, jamais autant n'a été fait que sous ce quinquennat. La mesure la plus emblématique, c'est évidemment le dédoublement des classes de CP et de CE1. C'est aujourd'hui, avec en plus le dédoublement des grandes sections, plus de 320 000 élèves qui sont concernés au moment où je vous parle, chaque année. Le département de France qui bénéficie le plus de cette mesure, c'est la Seine-Saint-Denis. De même, les primes REP+, pour attirer des professeurs, ont été portées à 2 000 euros à la rentrée dernière. C'est là encore le département de Seine-Saint-Denis qui est le premier bénéficiaire. Donc je suis vraiment bien placé pour savoir qu'il y a encore beaucoup à faire, mais je ne souhaite pas qu'on dise qu'il y aurait une sorte d'oubli de ce côté-là. Il y a au contraire du volontarisme, avec après des difficultés de terrain que personne n'ignore. Donc votre question centrale était sur finalement la disproportion éventuelle entre cette réforme et la cible affichée. Et nous avons eu beaucoup de questions qui tournent autour de cet enjeu. Et je prends évidemment cette question très au sérieux.
Alors, il y a 2 catégories de réponses. Vous en avez rappelé une, que vous avez peut-être semblé ne pas approuver, mais elle me paraît fondamentale. C'est que, quel que soit le nombre d'enfants concernés, c'est important. Et ça, je pense qu'en matière de droits de l'enfant, on ne peut être, à mon avis, que d'accord avec ça. Ensuite, c'est vrai, je l'ai reconnu à plusieurs reprises encore aujourd'hui, qu'il est très difficile de cerner le phénomène aujourd'hui, mais personne ne saurait le sous-estimer. Et encore une fois, donnons-nous des rendez-vous d'avenir, si je puis dire. C'est important d'avoir le sens du temps long sur ces questions. Vous verrez, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, le fruit de l'action qui aura été menée à la faveur de cette loi. Et personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas un phénomène, premièrement, de développement de l'instruction en famille, ça c'est un fait, mais deuxièmement, à l'intérieur de ce phénomène, de radicalisation et de séparatisme, avec des enfants qui, donc, dès le plus jeune âge, sont formés finalement à se séparer du commun, à se séparer de ce qui fait que l'on se retrouve ensemble. Alors ça fait la transition avec les questions posées ensuite par Mme la sénatrice Brulin, puisque vous me demandez si... D'abord, la première question est de savoir si l'augmentation particulièrement forte tout dernièrement de l'instruction en famille correspond à l'instruction obligatoire à 3 ans. En réalité, l'instruction obligatoire à 3 ans explique en effet une partie du phénomène, environ la moitié, mais il reste l'autre moitié. Et même sur cette moitié-là, de toutes les façons, ça nous dit bien que justement, lorsque l'on a fait l'instruction obligatoire à 3 ans, au travers de la loi pour l'école de la confiance, on pointait bien un problème tout de même, c'est-à-dire le fait que ce qui se passe pour un enfant entre 3 et 6 ans est essentiel, et que l'école maternelle joue un rôle fondamental de socialisation et d'épanouissement pour l'enfant, et que vouloir, une fois que l'instruction obligatoire à 3 ans est prononcée, maintenir l'enfant dans l'instruction en famille est une responsabilité particulière prise par la famille qui mérite de ne pas être dans un angle mort de nos approches. Autrement dit, nous devons vérifier que cela se passe bien, parce qu'on sait très bien qu'un enfant qui n'a pas été à l'école jusqu'à l'âge de 6 ans peut arriver à 6 ans à l'école avec déjà des retards très difficiles à rattraper, par exemple en matière de vocabulaire. Dans certains territoires ruraux, bien entendu, alors, il s'agit aussi d'une liberté des familles, et ce que nous préservons et même confortons dans cette loi, c'est encore une fois les 4 possibilités. Mais je rappelle que lorsque nous avons fait des démantèlements de structures, comme par exemple celle de Grenoble, donc, à laquelle je faisais référence tout à l'heure, cela s'accompagne d'une injonction à scolariser. Quand la scolarisation n'a pas eu lieu, cette injonction, par définition, se fait dans une école publique locale. Mais j'espère que dans l'immense majorité des cas, nous n'en arriverons pas là, que les parents, tout simplement, auront des formules qui leur plaisent. Nous ne sommes pas dans une logique d'injonction, nous sommes dans des logiques de liberté, et c'est l'occasion de le rappeler. Est-ce qu'une liberté fondamentale est conforme avec, peut être compatible avec un régime d'autorisation? La réponse est oui, bien entendu. L'exemple typique, c'est le droit de propriété, qui est considéré comme une liberté fondamentale depuis la déclaration de 1789, et on peut faire beaucoup de choses avec sa propriété, mais pas n'importe quoi. Et quand on veut construire, on a besoin d'une autorisation. Et même une fois qu'on l'a construit, il y a certaines pollutions, par exemple, que l'on ne peut pas faire. Donc, et l'on pourrait multiplier les exemples où, oui, bien sûr, une liberté fondamentale est compatible avec un régime d'autorisation, puisque, comme le dit la déclaration de 1789 aussi, la liberté s'arrête là où commence celle des autres, et donc on doit avoir une liberté confortée par le fait qu'elle est bien définie. Donc ne faut-il pas renforcer le contrôle, a demandé le sénateur Brisson? Eh bien, c'est en effet ce que nous allons faire, et c'est le sujet des équipes dont j'ai parlé.